les syndicats défendent des positions archaïques et lorsqu'ils lancent des grèves, c'est pour défendre les privilèges des fonctionnaires. Alors, loi El Khomri, c'est essentiellement... alors, les syndicats ont lancé des manifestations, et dans lesquelles il y a une bonne partie des manifestants qui étaient des fonctionnaires. Il y a quoi dans la loi El Khomri sur les fonctionnaires? Rien. Donc ils ont défilé par solidarité avec les salariés du privé, il n'y a pas d'autre explication. Vous voyez, donc ça se démontre assez vite que c'est du bullshit. Et ils défendent des positions archaïques lorsqu'ils lancent des grèves. Alors on va prendre ça au sens littéral. Le code du travail tel qu'il existe aujourd'hui, en quoi est-il archaïque de défendre ce qui existe aujourd'hui? Si c'est archaïque, ça devrait être loin dans le passé, on est d'accord. Par contre, le camp d'en face, quand il ressuscite la situation de l'ouvrier payé à la tâche, je vous ai dit tout à l'heure, c'est fin 19e, donc je suis désolé, les archaïques, c'est eux. Ils usurpent le vocabulaire de la modernisation, mais qu'est-ce qu'il y a de moderne à revenir à retransformer le secteur ferroviaire en ce qu'il était avant 1936? Vous voyez? Donc, en réalité, il y a un piège sémantique qui est de dire, quand vous défendez l'existant, donc ce qui existe aujourd'hui et non pas hier, quand vous défendez l'existant, vous êtes un archaïque, et quand vous êtes le mec qui veut nous catapulter 3 ou 4 générations en arrière, vous êtes un moderne. Factuellement, ça ne tient pas debout de dire ça. Encore une fois, on est dans le mensonge. Il y a beaucoup trop de grèves en France, les usagers sont pris en otage. Alors, beaucoup trop de grèves en France, en fait, trop par rapport à quoi? Parce qu'en réalité, c'est un droit constitutionnel, la grève. Donc, il n'y a pas à le juger quand il est exercé. Vous voyez? C'est comme si je vous disais, je sais pas, moi, ok, il y a le droit de vote, mais quand même, tu votes beaucoup trop. Ben non, c'est un droit que tu exerces. Les usagers pris en otage, bon là, c'est vite fait, une prise d'otage est une prise d'otage. Vous voyez? Je sais plus quel crétin, pardon, mais juste, c'est tellement dégueulasse d'utiliser ce genre de vocabulaire, c'est tellement lamentable. Et indécent, en fait. C'est vraiment indécent au sens profond du mot décence. Il y a... je suis désolé de le qualifier de crétin, mais je pense en l'espèce que ce qu'il a dit, c'est vraiment quelque chose de crétin. C'est quand Laurent Berger, de la CFDT, a dit que tel syndicat dans le mouvement d'Air France prenait les gens en otage. Alors, en fait, une prise d'otage à Air France, c'est par exemple cet avion dans la liaison entre l'Algérie et la France dans les années 90 où il y a eu des morts. Ça, c'est une prise d'otage à Air France. Mais pas le fait que des syndicats soient dans des stratégies de négociation, et de grève, ça n'est pas une prise d'otage, faut pas comprendre. Et donc, c'est incroyable. Vous aurez peut-être remarqué que, alors qu'avant, depuis plusieurs années, l'utilisation de cette expression abominable qui revient à comparer des grévistes à des terroristes, ça passait crème. Vous avez remarqué que depuis cette année, ça passe plus. C'est très bon signe, ça. C'est très bon signe parce que, en même temps qu'il y a une bataille politique, et une bataille sociale, il y a aussi une bataille sémantique. Et donc, quand les mots de l'adversaire reculent, c'est pas une victoire secondaire ou anodine. En fait, c'est très important. Quand le camp d'en face n'arrive plus à dire facilement prise d'otage, c'est une très bonne nouvelle. On n'a pas 50 bonnes nouvelles par jour, donc savourez-la. C'est une très bonne nouvelle. Air France est en difficulté à cause des privilèges des pilotes et du refus chez les salariés de faire les efforts nécessaires. Alors c'est faux, Air France est en difficulté parce que il y a du dumping social et fiscal par des compagnies, notamment compagnies du Golfe, qui ont un droit du travail esclavagiste et qui sont subventionnées à mort par les États dont ils procèdent dans le cadre d'un marché ouvert qui n'est ouvert que parce que l'État l'a décidé dans le cadre de la construction européenne. Avant, quand vous aviez un service public Air France, il n'y avait pas de problème de manque de compétition puisque c'était un service public. Donc c'était réglé. Donc c'est pas vrai non plus. C'est à cause des syndicats et des régimes spéciaux des cheminots que la SNCF va mal. Alors, les régimes spéciaux des cheminots, en termes de quel pourcentage de leur caisse l'État doit combler, c'est à peu près pareil que le personnel de la SNCF dans leur ensemble, et c'est à peu près pareil que celui des fonctionnaires dans leur ensemble, à 2 ou 3 points près. Donc il n'y a absolument aucune raison, vous m'entendez bien, l'État est obligé de se mettre la main à la poche pour
équilibrer les caisses de retraite, le financement des retraites d'un certain nombre de fonctions publiques. D'accord? Parce que ça s'équilibre pas tout seul. Eh bien, le taux que ça représente, qui est élevé, j'en conviens, le taux que ça représente est à quelques points près le même pour les cheminots que pour le personnel de la SNCF en général, que pour les fonctionnaires en général. Donc il n'y a aucune raison, aucune, de jeter la pierre aux cheminots par rapport à ce que coûterait leur retraite. Vous voyez? Par ailleurs, vite fait, parce que vous l'avez sans doute déjà entendu maintenant, en tout cas j'espère, certes, leur âge autorisé de départ à la retraite arrive très tôt, c'est vrai, mais leur âge réel de départ à la retraite, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils partent, parce que ça y est, ils ont enfin cotisé pour avoir leur retraite décente, quoi, décente, hein, pas mirobolante, bah c'est 58 ans environ, c'est-à-dire l'âge moyen de départ à la retraite des Français en général. Donc les cheminots partent à la retraite à peu près comme tout le monde. Notez bien que j'ai dit 58 ans, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on part déjà largement avant 60 ans. Hein, j'y reviendrai là sur la retraite si on a le temps là-dessus, ça me paraît important. Ce qu'on vous raconte sur les retraites, c'est vraiment prodigieusement n'importe quoi. Donc, le secteur privé fonctionne plus efficacement que le secteur public, qui gagnerait à copier ses méthodes de management. Alors ça, c'est un argument très important, parce qu'il revient tout le temps. Alors voilà, quand on organise une entité, n'importe laquelle, on l'organise en vue de l'atteinte d'un certain type d'objectif. Et donc, ça n'a aucun sens d'organiser de la même manière des choses qui ont des finalités profondément différentes. À quoi sert le secteur privé? Le secteur privé, et je dis ça, c'est pas une insulte ou une accusation, c'est simplement un constat, le secteur privé sert à faire du profit. Alors il peut le faire de plein de manières. Hein. Il peut le faire en essayant de se mettre tout seul sur un truc dont tout le monde a besoin et donc il va pouvoir facturer comme il veut, genre Vinci avec les autoroutes. Il peut aussi, c'est ça qui se passe avec les autoroutes. Il peut vouloir faire un produit de bonne qualité à un prix qui est à peu près abordable pour les gens qui sont visés, et dans ce cas-là, il va réussir comme ça. Il peut aussi écraser délibérément les prix, il peut délocaliser dans des pays qui pratiquent l'esclavage, genre les iPhones, enfin, il y a plein de façons de faire. Mais sa finalité, c'est toujours de faire du profit. Et celui qui vous dit le contraire est un menteur. Voilà. Quelle est la finalité d'un service public? Eh bien, comme son nom l'indique, ça sert à assurer un service au public. Et ça ne sert pas à être rentable. J'insiste là-dessus parce qu'on a tendance à le perdre de vue. Un service public n'est pas fait pour être rentable. La police, par exemple, ne sert pas à être rentable. L'armée n'est pas là pour faire un bénéfice. Et vous savez quoi, la SNCF non plus. Puisque c'est un service public. Il est absolument absurde de demander à un service public d'être rentable. Son but n'est pas de faire du profit. Son but n'est même pas d'être à l'équilibre financier. Depuis quand on finance un truc? Attendez. Depuis quand on a un service public à condition qu'il rapporte autant qu'il coûte? Mais avec cet argument-là, je vous ferme toutes les administrations, y compris l'état civil. L'état civil n'est pas rentable, il n'est même pas à l'équilibre, il faut le fermer. Vous vous rendez compte un peu de l'absurdité du raisonnement? À partir du moment où c'est un service public, les règles logiques pour le secteur privé ne s'appliquent pas. Et donc c'est hors sujet en réalité. Vous voyez? Les fonctionnaires sont trop paresseux et trop nombreux. Bon alors très simplement, en nombre de fonctionnaires par habitant, on n'est pas du tout à la première place en Europe. Donc c'est faux de dire qu'on est suradministré, ce n'est pas vrai. Et trop paresseux, en fait, rien que si je prends les enseignants, alors je plaide un peu pour ma paroisse, hein, j'avoue, mais je suis pas enseignant au sens statutaire du terme, mais j'enseigne depuis des années comme vacataire, et si on prend juste eux comme exemple, les profs français sont 2 fois moins payés que les profs allemands et travaillent plus.